Il est 8h sur la première. C'est l'heure du journal de Virginie Guérard. Bonjour Virginie. Bonjour, un procès hors norme s'ouvre aujourd'hui à Genève. Près de 200 plaignants et 5 accusés se retrouvent dans un tribunal délocalisé pour l'occasion à la salle de spectacle du Palladium. Au cœur de l'affaire, diverses malversations immobilières. Après les Panama Papers, voici les Pandora Papers. De nombreuses personnalités publiques et dirigeants sont accusés de fraude fiscale. Un consortium de journalistes a épluché des millions de documents pour sortir cette enquête. Les différents prix Nobel seront décernés cette semaine en Suède, mais la fête est un peu gâchée. La fondation est confrontée à d'importants problèmes financiers. Et puis nous reviendrons sur le match cauchemardesque de Servette hier en Super League. Les Genevois se sont fait corriger 6-0 par les champions en titre Young Boys. À Genève, c'est un procès d'une taille inédite qui commence ce matin. Sur le banc des accusés, 5 professionnels de l'immobilier. En face, 188 plaignants. Ils réclament des millions de francs de remboursement pour des appartements réservés en vain ou des chantiers jamais terminés. Anouk Pernet, ce procès aura lieu dans un cadre exceptionnel, la salle de spectacle Palladium. C'est la première fois qu'un procès a lieu ailleurs qu'au palais de justice à Genève. Mais voilà, avec plus d'une centaine de parties plaignantes et leurs 60 avocats, le tribunal était simplement trop petit pour accueillir tout le monde dans le respect des normes sanitaires. C'est donc depuis une scène que les juges écouteront les deux parties. D'un côté, 2 promoteurs immobiliers et 3 responsables d'une entreprise générale. L'acte d'accusation à leur encontre s'étend sur 200 pages. On leur reproche notamment d'avoir falsifié des factures ou encore encaissé des dessous de table grâce à de fausses promesses de réservation de logement. De l'autre côté, les nombreuses personnes flouées qui pensaient bientôt devenir propriétaires. Chacune attend encore plusieurs milliers de francs de remboursement. Les audiences débutent donc ce matin. Elles devraient durer 3 semaines. 5 ans plus tard, ils ont remis ça. Un consortium de 600 journalistes a épluché près de 12 millions de documents et récupéré auprès de 14 sociétés de services financiers pour publier hier une enquête baptisée Pandora Papers. En 2016, ce groupe avait déjà frappé fort en publiant les Panama Papers. Cette fois-ci, il a mis à jour plus de 29 000 sociétés offshore. À New York, les explications de Karine Houghton. Plus de 300 personnalités publiques et 35 chefs d'État démasqués pour avoir établi des sociétés offshore. Le consortium a frappé fort et trouvé 2 fois plus de personnes impliquées que dans son enquête d'il y a 5 ans publiée sous le nom de Panama Papers. En ligne de mire, par exemple, le roi Abdallah de Jordanie et ses 100 millions de dollars d'investissement immobilier en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, une ancienne maîtresse de Vladimir Poutine ou l'entourage du premier ministre pakistanais. Les Pandora Papers ont passé au crible comment les ultra-riches déplaçaient leur argent tout autour du globe et si les paradis fiscaux peuvent être légaux, ils sont utilisés depuis des années dans des buts illégaux, rappellent les enquêteurs, pour dissimuler des paiements de corruption ou éviter de payer des impôts. En tout, selon l'enquête, 32 trillions de dollars sont dissimulés dans des comptes offshore à travers le monde. 32 trillions de dollars, c'est l'équivalent du PIB des États-Unis en 2020. Karine Houghton pour RTS Info, New York. À Berne, des parlementaires souhaitent mieux encadrer le télétravail. Cette problématique est au cœur d'une motion déposée en fin de semaine dernière devant le Conseil des États. Elle propose de mieux protéger les employés qui travaillent depuis leur domicile. Tout l'enjeu, Dominique Chauffat, c'est de définir jusqu'où le télétravail doit être clarifié sur le plan fédéral, alors que ce thème fait déjà partie des principales conventions collectives de travail. L'objectif d'une telle régulation, c'est de protéger la santé des employés en télétravail, en précisant par exemple la manière de calculer leurs heures supplémentaires ou la façon de joindre un collaborateur à son domicile. De tels processus peuvent s'avérer intrusifs, comme l'indique le conseiller aux États socialistes zurichois Daniel Josic. C'est lui qui a déposé cette motion. À la maison, c'est un peu le danger qu'on travaille toujours et puis qu'on est disponible 24 heures, 7 jours et ça, c'est certainement pas l'idée. Le télétravail, je crois que ça va rester dans une certaine quantité et on n'a pas une réglementation actuelle dans le droit du travail, alors il faut là régler quelque chose. Les milieux patronaux ne veulent pas d'une telle réglementation qui pourrait nuire au télétravail. C'est l'avis de Claudine Amstein, directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.
Les garde-fous essentiels, c'est le temps de repos et la durée du travail qui existent actuellement dans le droit du travail suisse. Maintenant, il y a toutes les autres questions qui sont propres à chaque secteur, raison pour laquelle il me paraît important que ce soit dans des CCT ou des conventions propres aux entreprises. Le télétravail est un thème qui a le vent en poupe sous la coupole fédérale. Plusieurs postulats et interpellations doivent également être traités sur la création d'un contrat de télétravail de droit privé ou sur la santé des employés en télétravail. Ce ne sont là que quelques exemples. La tension monte avant la prochaine conférence mondiale sur le climat. La COP26 aura lieu à Glasgow à la fin du mois. Le but, renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et renouveler l'accord de Paris. Ce week-end, une cinquantaine de pays se sont réunis à Milan pour préparer les négociations. Celles-ci s'annoncent difficiles car jusqu'ici, les pays développés n'ont pas tenu leur promesse d'aider les pays du Sud à faire face au réchauffement. Un enjeu pourtant crucial, rappelle Franz Perret. Il est ambassadeur de la Suisse pour l'environnement. C'est clair, les pays développés ont promis, dans le contexte d'une augmentation d'ambition et dans le contexte de transparence, de fournir chaque année, à partir de 2020, 100 milliards de dollars. On ne va pas réaliser cet objectif, mais en même temps, il faut aussi faire que le contexte n'était pas rempli. Il faut vraiment identifier pourquoi nous n'avons pas réussi à vraiment fournir chaque année ces 100 milliards. Et puis sur cette analyse, formuler un nouvel objectif qui va finalement vraiment aider non seulement que l'argent peut être présenté, mais aussi que cet argent va faire une différence sur le terrain. Et ce débat, d'avoir un débat constructif, ça va être un très grand défi parce qu'il y a toujours le risque qu'on abuse un petit peu ces questions financières simplement pour critiquer l'un et l'autre. Des propos recueillis par Étienne Cocher. En Tunisie, les pro-Kais Saied sont descendus dans la rue hier. 3000 personnes environ ont manifesté en plein cœur de Tunis pour appuyer le président tunisien. Président qui s'est pourtant octroyé les pleins pouvoirs il y a 10 semaines. Alors comment expliquer ce soutien à un personnage qui a pourtant stoppé net la transition démocratique? Réponse des manifestants avec le reportage de Maureen Mercier. Ils sont plusieurs milliers réunis pour soutenir le président. Mais attention, il ne s'agit pas d'un chèque en blanc. Ils attendent de Kais Saied qu'il lutte fermement contre la corruption, comme cette mère de famille. Je suis enseignante et j'ai faim. On en a marre de ces voleurs. Pour elle, les 10 années écoulées depuis la chute de Ben Ali ne méritent pas le nom de démocratie. Le Parlement tunisien, c'est le symbole de la corruption. À ses côtés, Ahmed. Ils n'ont pas fait bien leur travail. Il y a eu beaucoup de vols, beaucoup de corruption. C'est pour cela que le président a arrêté le Parlement. Donc c'est pas un coup d'État, c'est un coup de Karcher. À quelques mètres de la manifestation, Kamel, oui, il comprend que la population soit exténuée par 10 ans de transition, mais pour lui, Kais Saied est un populiste qui ne fera qu'une chose, refaire plonger son pays dans l'autoritarisme. Ouais, régime militaire policier, c'est tout. Il a pris tous les pouvoirs, déploiement de police comme ça. Maintenant, je pleure de voir ça. Les policiers photographient les manifestants, ils prélèvent leurs empreintes digitales, parfois également. Dans la rue, des gens disent tout bas, refusent de le dire au micro. Voilà le régime de Kais Saied. Maureen Mercier, RTS Info, Tunis. Manifestation également au Mexique. Près de 10 000 personnes ont participé à un rassemblement anti-avortement hier. Il s'agissait principalement de membres de groupes catholiques qui dénonçaient une décision de la Cour suprême rendue il y a un mois. Un arrêt historique du 7 septembre avait déclaré anticonstitutionnelle l'interdiction de l'avortement au Mexique. Le lauréat du Nobel de médecine doit être annoncé aujourd'hui à Stockholm. Et c'est les scientifiques à l'origine du vaccin à ARN messager utilisé contre le Covid qui figure parmi les favoris. Les autres prix seront décernés durant la semaine dans ce qui est censé être le couronnement de toute une année de travail pour la Fondation Nobel. La fête, pourtant, est quelque peu gâchée par une polémique. Cette fois-ci, Frédéric Faux, elle touche le prix Nobel de paix. On pensait la Fondation Nobel à l'abri du besoin. Avec ses 500 millions de francs de capital judicieusement placés, elle peut largement financer les 5 prix annoncés en octobre. Mais apparemment, elle n'a plus les moyens d'entretenir la demeure historique à Oslo, en Norvège, où est décerné le Nobel de la paix et qui a vu passer des personnalités aussi prestigieuses que Nelson Mandela ou Barack Obama. La situation est telle que les bibliothécaires en sont réduits à entretenir le jardin. La fondation suédoise envisage donc de vendre ses locaux norvégiens, alors que les critères de désignation du Nobel de la paix par un petit groupe de seulement 5 personnalités sont de plus en plus remis en cause. Dernier exemple de choix malheureux, l'attribution en 2019 du Nobel de la paix au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a depuis déclenché une guerre sanglante au Tigré. Frédéric Faux pour RTS Info, Stockholm.
À noter qu'à cause du Covid, pour la deuxième année consécutive, les lauréats ne viendront pas à Stockholm recevoir leur prix des mains du roi. Et en Suède, toujours, le caricaturiste Lars Vilks est décédé dans un accident de la route hier. L'artiste vivait sous protection après avoir dessiné le prophète Mahomet avec un corps de chien en 2007. La police a écarté l'hypothèse d'un acte malveillant. Et du football maintenant, on peut parler d'un dimanche très très difficile, peut-être même cauchemardesque pour Servette. Oui, je crois qu'on peut le dire, les Genevois se sont fait corriger 6-0 par les champions en titre Young Boys. Les Servettiens n'ont pas eu leur mot à dire en deuxième mi-temps alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins suite à l'expulsion de leur gardien. On écoute l'entraîneur genevois Alain Gaguer. On a remarqué en première mi-temps que c'était déjà difficile pour nous avec le nombre de joueurs pareil sur le terrain. Après, cette situation, c'est dommage, toujours cette situation de pénaliser le gardien avec carton rouge. Bon, il y avait pénalty, après le carton rouge, c'est sévère. Et puis après, comme c'était difficile sur la première mi-temps, c'est devenu bien plus difficile. Et après, quand l'écart s'éloigne rapidement, 2-3 buts, pour l'équipe, c'était difficile de s'accrocher vraiment. Et IB est complètement l'emprise sur le match. Des propos recueillis par Pierre Pouillet. Servette n'est pas le seul club à avoir encaissé 6 buts hier. Le FC Sion s'est fait corriger par Zurich. Les Sédunois se sont inclinés 6-2, alors que dans le dernier match de cette 9e journée de Super League, Lucerne et Bâle se sont séparés sur un match nul, 1-1. Et puis en hockey sur glace, Ajoie a bu la tasse à Davos. Le promu jurassien s'est incliné 6-0 dans l'unique rencontre de dimanche. La messe était dite très vite. Les jurassiens se sont retrouvés menés 3-0 à la 3e minute déjà.